même dans ces époques dégenrées, il faut quand même un minimum de civilité. Donc, je vais d'abord vous présenter René Frégosi. René Frégosi, bonsoir. Vous êtes philosophe et politologue et, vous avez participé à cet ouvrage. Au passage, pour que tout le monde remette bien, nous avons un autre de nos amis qui est venu il n'y a pas très longtemps, a aussi participé à cet ouvrage. C'est notre ami Michel Maffesoli, qui était là il y a un peu plus de 15 jours. Donc, et quelqu'un que je suis très heureux de vous présenter, ceux qui suivent la chaîne, vous le connaissez parce que j'ai déjà fait une référence, et ceux qui suivent la revue, vous vous rappelez peut-être d'un entretien avec lui sur Critique de la déraison pure. Ça ne nous, c'était quand même quelques numéros maintenant. Mon ami Daniel Salvatore Schiffer qui, alors, comment vous avais-je défini la première fois? Comme une sorte de George Steiner latin. Et c'était votre ouvrage sur, j'avais présenté à mes équipes, c'était l'ouvrage sur Byron et celui sur le dandysme. Et c'est vous le maître d'œuvre de cet ouvrage où nous avons été plusieurs dizaines d'auteurs à plancher sur l'humanisme et d'un véritable tour de force éditorial auquel je vous remercie de m'avoir associé. Même s'ils ne sont pas présents, je remercie également les éditions du Cerf d'avoir permis que ce soit possible parce que c'est un petit exploit éditorial, ça ne se fait pas très facilement. Merci, et cher Daniel, je vais vous donner la parole parce que pour introduire ce sujet de quel humanisme pour notre temps. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez eu la gentillesse de rappeler, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi d'être parmi vous. Je vois que Charles Péguy nous accompagne avec cette magnifique maxime, tout ce qui élève uni. Charles Péguy, Dieu sait si c'est un poète, un écrivain que j'apprécie particulièrement. Et puis, m'a-t-on dit, nous sommes dans les anciens bureaux, ou toujours les bureaux de l'Action française. Oui, c'est nos hôtes de ce soir. Je ne le savais pas, en tout cas, je me souviens, lorsque j'étais étudiant, j'avais un professeur de latin, Charles Trinkler. C'est avec lui, il m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour la philosophie. J'avais à l'époque 15 ans, donc j'étais assez jeune. On lisait Aristote et Platon dans le texte en latin. C'était mon professeur de grec et de latin, on les lisait en grec. Et c'était un grand maurassien, monarchiste, de droit divin. Et donc, voilà, j'avais lu à l'époque, je me souviens bien, L'avenir de l'intelligence de Maurras. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Je n'ai pas dit non plus que j'étais maurassien. Ah, mais nous non plus. Voilà. J'ai simplement dit que mon professeur de grec et de latin, lui, l'était, et qu'il m'en a beaucoup parlé à l'époque. Pas seulement de lui, d'ailleurs, de Lavarande, de Bernanos, de Monterland, de tous ces grands écrivains français. Eh bien, donc, comment est né ce livre? C'est un ouvrage collectif que j'ai dirigé autour de 33 grands intellectuels, dont mon ami Pierre-Yves Rougeron, bien sûr, René Frégosi, philosophe et politologue. 33 intellectuels qui ont essayé de redéfinir un nouvel humanisme. Le sous-titre de ce livre, L'humain au centre du monde, est important. Le sous-titre est « Pour un humanisme des temps présents et à venir ». Le bandeau, vous le voyez sur le livre, c'est contre les nouveaux obscurantismes. C'est vague, les nouveaux obscurantismes. Les nouveaux obscurantismes, c'est par exemple, pour moi en tout cas, mais c'est un débat que nous allons peut-être faire avec la tolérance qui anime tout esprit critique et tout esprit intelligent, l'intolérance au sens voltairien du terme. Dans ces dérives, aujourd'hui, je mets par exemple le transhumanisme, pour ma part. Je mets le wokisme. Je mets l'islamisme radical. Je mets la perte de l'identité européenne. Je mets les fake news. Je mets l'intelligence artificielle. Tout ce qui met en péril notre humanité. Le titre est « L'humain au centre du monde » et pas l'homme au centre du monde, j'insiste. L'humain. C'est l'humanité que nous essayons de retrouver et auquel nous tâchons de rendre ces lettres de noblesse. Dans l'homme, il y a à boire et à manger.
il y a le meilleur et le pire. Et donc, ce qui intéresse moi et mes amis, c'est pas tellement l'homme, c'est l'humain, l'humanité. Parmi ces 33 figures, parmi ces 33 intellectuels de premier plan qui m'accompagnent, il y a Luc Olivier d'Algange, qui est un magnifique prosateur, un très bel esprit. Il y a mon ami Marc Alpozzo, il y a Florence Belkacem, Tahar Benjeloun, Marie Jobonnet, Nora Bussigny, qui a écrit un livre remarquable contre le wokisme, les nouveaux inquisiteurs. Il y a Jean-Philippe Domecq, que j'ai connu il y a longtemps, lorsqu'il avait écrit des livres de philosophie de l'art. Il y a Luc Ferry, René Frégosi, Elsa Godard, philosophe, psychanalyste, François Casby, Rachel Kahn, Arnaud Klarsfeld, Michel Maffezoli, vous l'avez dit, Alain Vircondelet, qui est l'ayant droit de Saint-Exupéry et de Marguerite Duras. Pour ceux que ça intéresse, il est aussi le grand biographe en France du pape Jean-Paul II. Il y a mon ami Olivier Weber, Jean-Claude Zilberstein, bref, des pointures, Robert Odecker, Pierre-André Taguieff, tous ces gens-là ont essayé de repenser l'humanisme. Il y a des gens de gauche et des gens de droite. Il n'y a aucune censure de ma part au départ. Vous savez, René, vous pouvez en témoigner, et Pierre-Yves aussi, ils ont été complètement libres d'écrire ce qu'ils voulaient, comme ils le voulaient. Le seul critère, c'est l'intelligence. L'avenir de l'intelligence, ça vous rappelle quelque chose, non? Certes, voilà. C'est le grand livre de Maurras, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, voilà dans quel esprit a été conçu ce livre. Je vous lis la 4e de couverture que j'ai rédigée. Que faire face aux défis qui pèsent sur notre civilisation? Alors, beaucoup de journalistes m'ont dit « Ah, mon cher Schiffer, faites attention quand vous manipulez le concept de civilisation. » Ça, c'est un terme aujourd'hui presque tabou. C'est incroyable, mais c'est comme ça. En tout cas, de la part d'une certaine gauche. Non? Entre autres. Entre autres. Oui. Que faire face aux défis qui pèsent sur notre civilisation? Que faire face aux nouvelles formes de barbarie? Dans les nouvelles formes de barbarie, j'y inclus, par exemple, la violence urbaine. J'y inclus les meurtres, les crimes dans les collèges, les lycées en France. Ces nouvelles formes de barbarie qui ne disent pas leur nom et dont on ne dit pas assez le nom. Il est urgent de remettre l'humain au centre du monde, répondent dans cet ouvrage 33 auteurs majeurs. Intelligence artificielle et transhumanisme, cancel culture, qui est une des dérives du wokisme, fake news, dictature du numérique ou des règlements climatiques, je parle de la dictature du virtuel par rapport au réel, matérialisme exacerbé, déclin de la rationalité, ça me paraît très grave, appauvrissement du savoir et de la langue, ça se voit notamment chez les plus jeunes, mais aussi remise en cause de la laïcité, communautarisme, montée des extrémismes, omniprésence du terrorisme, le terrorisme islamiste en premier lieu, et du racisme. Comment repenser l'humain dans un monde qui vit au rythme des crises et des guerres? Il est nécessaire, vital même, de convoquer l'héritage de l'humanisme pour faire face aux enjeux de notre temps. C'est le pari que font les auteurs de ce livre appelé à faire autorité. Alors, le modèle auquel nous le référons, c'est bien sûr les grands humanistes de la Renaissance. C'est Léonard de Vinci, c'est Erasme de Rotterdam, c'est Thomas More, c'est Pic de la Mirandole, c'est Pomponazzi, c'est Giordano Bruno. Toutes ces grandes figures de la Renaissance qui ont été les porte-paroles de cet humanisme que nous appelons de nos voeux. C'est eux qui ont façonné ma façon de voir les choses et de remettre l'humain au centre du monde. Alors je voudrais, avant de donner la parole à René Frégosi, vous relire cette phrase de Paul Valéry, qui est un écrivain, un poète que j'aime tout particulièrement, au-delà de Charles Péguy, qui en 1918 écrivait dans la crise de l'esprit, donc nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale, il a cette phrase, c'est ainsi qu'il débute, qu'il commence son texte, La crise de l'esprit.
Vous connaissez probablement cette phrase, qui est aujourd'hui pratiquement une maxime. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. C'est ainsi qu'il commence la crise de l'esprit. Quelques années après, il récidive et il dit ceci. Vous allez voir que ça nous parle aujourd'hui tout particulièrement, un siècle après. Nous sommes en 2024, c'était en 1918. Et nous voici devant une question. Il s'agit de savoir si ce monde prodigieusement transformé, mais terriblement bouleversé, par tant de puissance appliquée avec tant d'imprudence, peut enfin recevoir un statut rationnel, peut revenir rapidement, ou plutôt peut arriver rapidement, à un état d'équilibre supportable. En d'autres termes, l'esprit peut-il nous tirer de l'état où il nous a mis? Prolongeant cette réflexion de Valéry, il y a un autre auteur que j'aime aussi beaucoup, mais qu'on lit très peu aujourd'hui. C'est écrit 5 ans après, et c'est André Suarez. André Suarez, qui a notamment écrit ce magnifique livre, qui est un des tout grands livres de la littérature française, qui est Le Voyage du Condottiere. Et voici ce que Suarez dit dans un article qui s'appelle « La conscience européenne » et qu'il a inclus dans un recueil de textes qui s'appelle « Commedia ». Il reprend pratiquement les mots de Valéry. Un danger mortel menace la civilisation et l'Europe. Le règne sans contrepoids du marchand et du troc, de l'argent sans cœur ni pensée, de l'automate et de la machine. Ce monstre anonyme est partout dans le temps où nous sommes, qui est incertain entre la nuit d'un monde mourant et le jour d'un monde à naître, dont l'aube n'a pas encore lui. Les ténèbres sont en travail, les douloureuses ténèbres. Et il termine, ça va vous faire plaisir, c'est à la France, d'être assez humaine pour sauver la conscience de l'Europe et le royaume universel de l'esprit. Que dirait-il aujourd'hui, diantre? C'est à la France d'être assez humaine pour sauver la conscience de l'Europe et le royaume universel de l'esprit. Alors, ce que je viens de vous lire, sont des extraits de la longue introduction que j'ai faite dans ce livre. J'ai aussi écrit la conclusion. C'est une très grande introduction de plus de 50 pages. Et je m'en voudrais, après Valéry et Suarez, et je vais en terminer là pour les citations, de ne pas vous citer ce texte à la fois très beau, mais aussi très noir, de mon cher Baudelaire, auquel j'ai d'ailleurs consacré un livre, L'ivresse artiste, une biographie croisée entre Baudelaire et Flaubert. Vous avez la gentillesse de rappeler mon livre sur Byron, mais j'ai aussi publié une biographie d'Oscar Wilde chez Gallimard, comme le Byron d'ailleurs, et puis une biographie sur Flaubert et Baudelaire, une biographie croisée. Voici ce que Baudelaire écrit dans Fusée, un de ses 2 journaux intimes. Tout le monde connaît Les Fleurs du Mal, tout le monde connaît les petits poèmes en prose, le spleen de Paris de Baudelaire, certaines de ses critiques d'art, mais peu de gens connaissent ces 2 journaux intimes, Mon cœur mis à nu et Fusée. Ce sont 2 textes qui datent de 1863. Voici ce que Baudelaire écrit bien avant encore Valéry et Suarez, que je viens de vous lire. Le monde va finir. Le monde va finir. La seule raison pour laquelle il pourrait durer, c'est qu'il existe. Que cette raison est faible comparée à toutes celles qui annoncent le contraire, particulièrement à celle-ci. Qu'est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel? Car, en supposant qu'il continue à exister matériellement, serait-ce une existence digne de ce nom et du dictionnaire historique?
nouvel exemple et nouvelle victime des inexorables lois morales. Nous périrons par où nous avons cru vivre. La mécanique nous aura tellement américanisés. La mécanique nous aura tellement américanisés. Il écrit en 1863. Il y a 150 ans. Presque 200 ans. Donc la mécanique nous aura tellement américanisés. Le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle que rien parmi les rêves sanguinaires, sacrilèges ou antinaturels des utopies ne pourra être comparé à des résultats positifs. Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie. Le temps viendra, 1863, le temps viendra où l'humanité, comme un ogre vengeur, arrachera leur dernier morceau à ceux qui croiront avoir hérité légitimement des révolutions. Ça veut parler de l'esprit révolutionnaire dès le départ. Encore, là ne serait pas le mal suprême. L'imagination humaine peut concevoir sans trop de peine des républiques ou autres États communautaires dignes de quelque gloire. Mais ce n'est pas particulièrement par des institutions politiques que se manifestera la ruine universelle ou le progrès universel, car peu m'importe le nom, ce sera par l'avilissement des cœurs. Ai-je besoin de dire que le peu qui restera de politique se débattra péniblement dans les étreintes de l'animalité générale et que les gouvernants seront forcés, pour se maintenir et pour créer un fantôme d'ordre, de recourir à des moyens qui feraient frissonner notre humanité actuelle, pourtant si endurcie. Ces temps sont peut-être bien proches. Qui sait même s'ils ne sont pas venus? Baudelaire, 1863. C'est justement pour éviter cette faillite de notre civilisation, de notre culture face au péril qui la guette. C'est justement pour essayer de sauver cette humanité sur laquelle, je ne dirais pas pleure, mais en tout cas se désespère, tant Valéry que Suarez, que Baudelaire. Et j'aurais pu citer Stéphane Zweig dans Le Monde d'hier, Souvenir d'un Européen. C'est cette humanité que nous avons tenté humblement, mes amis et moi, de redéfinir. Pour ma part, il y a quelques philosophes contemporains qui me tiennent lieu de phare, si je puis dire. Il y a Günther Anders, qui a écrit L'obsolescence de l'homme en 1956. Il y a Hans Jonas, grand philosophe phénoménologue, dont la lignée de Husserl et de Heidegger, qui a écrit Le principe responsabilité. Il essaie de définir un humanisme pour la société technologique. Nous y sommes. Et puis, comme troisième grand philosophe auquel je tiens, pour ma part, c'est Emmanuel Lévinas, avec son concept d'autrui, de l'autre. Lévinas, auquel j'ai d'ailleurs consacré aux presses universitaires de France un livre important, dit-on, qui s'appelle La philosophie d'Emmanuel Lévinas, métaphysique, esthétique, éthique. Voilà, grosso modo, la base, mais ce n'est que la base de ce livre. Il y a ensuite une conclusion auquel je reviendrai après avoir écouté notre ami René Frégosi. Pour être tout à fait complet, ce livre, en fait, est le troisième volet d'une trilogie. J'avais d'abord dirigé, toujours avec mon ami René Frégosi, parmi les auteurs, un livre collectif en 2022, paru aux éditions de l'Aube, qui s'intitule « Pensée Salman Rushdie ». Ce livre, je l'ai dirigé après l'attentat en août 2022, auquel Rushdie, heureusement, n'a pas succombé, mais auquel il a été confronté. C'était, vous vous souvenez, dans l'État de New York, des islamistes radicaux ont essayé de s'en prendre à lui. Il se fait que j'ai un peu connu Rushdie lorsque j'étais moi-même éditeur en Italie. J'étais éditeur pendant quelques années à Milan, et son traducteur italien a été assassiné par ce qu'allait devenir Daesh. Donc j'avais dirigé ce livre, Pensée Salman Rushdie,
comment cet intellectuel essaye, bien que d'origine musulmane, de penser la modernité, de sortir du côté sombre, obscur, les nouveaux obscurantismes, pour essayer de libérer son peuple et sa culture de cette mainmise de la religion lorsqu'elle est intolérante et lorsqu'elle se veut totalitaire. Je pense par exemple à l'islamisme. Puis j'ai élargi le sujet, et après Salman Rushdie, après Penser Salman Rushdie, j'ai dirigé un autre livre en 2023, toujours à l'aube, dont le titre est « Repenser le rôle de l'intellectuel ». On élargissait Rushdie, on élargit l'intellectuel. Repenser le rôle de l'intellectuel aujourd'hui, en 2023-24, ce n'est pas simple. La figure de proue de ce livre, c'était Raymond Aron et son livre L'opium des intellectuels. Et puis, troisième volet, au-delà de Rushdie, au-delà du rôle de l'intellectuel ou de la fonction de l'intellectuel, nous allons essayer de repenser l'humanisme, avec comme pierre angulaire les humanistes de la Renaissance et, par certains côtés, certains philosophes des Lumières. Nous sommes à Paris, patrie des Lumières. Voilà l'esprit de ce livre, L'humain au centre du monde, pour un humanisme des temps présents et à venir. C'est une espèce d'encyclopédie contemporaine, un livre qui fait pratiquement 400 pages, avec 33 auteurs très importants, parmi les meilleurs penseurs d'aujourd'hui. Et donc, je suis particulièrement heureux d'avoir réussi ce coup de force et d'avoir en si peu de temps fait ces 3 ouvrages collectifs. Le Rushdie, nous étions 26 intellectuels. Repenser le rôle de l'intellectuel, 23, et celui-ci, 33. Et mon ami René Frégosi a participé aux 3 ouvrages. Il y en aura un 4e, dont je vous parlerai peut-être après. Merci infiniment. Et je reviendrai après, bien sûr, pour préciser certaines choses et pour répondre à vos questions. Merci infiniment. Merci d'être venu. Oh, ma chère. René a écrit un superbe texte qui s'intitule « L'humanisme est un combat ». C'est le titre du texte qu'elle a écrit dans ce livre. Je vous remercie, et c'est de ça dont je vais vous parler, du combat humaniste. Mais d'abord, je voudrais absolument remercier évidemment Pierre-Yves qui nous reçoit ici, et Daniel Salvatore, qui est un homme universel par sa culture, par son brillant, son brio, son énergie. C'est vraiment un homme remarquable qui m'a trouvé sur Facebook. Et depuis, effectivement, il m'a embarqué dans toutes ces aventures et vraiment, j'en suis très heureuse et je lui en suis très, très reconnaissante. Et donc, dans cet ouvrage, effectivement, j'ai voulu parler du combat humaniste. Parce que je pense qu'en effet, il s'agit de se mettre en ordre de bataille, même si on est un peu en retard sur l'adversité. Je considère qu'il y a 2 ennemis principaux de l'humanisme en général et aujourd'hui en particulier. Alors, premier ennemi, c'est l'angélisme. C'est-à-dire croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein, et que donc l'humanisme, ce serait accepter tous les humains, quels qu'ils soient, même s'ils nous veulent du mal. Cet angélisme, je pense qu'il faut le combattre parce que une erreur principale qu'on fait lorsqu'on parle de l'humanisme, c'est de croire que, et Daniel Salvatore l'a déjà évoqué, que les humains seraient tous bons. Ils ne sont ni bons ni méchants par nature. Parce qu'il n'y a pas de nature humaine, justement. L'humanisme construit l'humain.
pour les humanistes, l'humain est une construction à la fois historique et politique. On ne naît pas humain, on le devient. Et pour les humanistes, il s'agit en effet d'humaniser l'humain, c'est-à-dire construire cette humanité une, la construire par les valeurs de l'humanisme, qui sont effectivement les principes des Lumières. Donc, à mon sens, évidemment, c'est ma conception de l'humanisme, hein, mais on est là pour en discuter. Cela dit, évidemment, on cherche toujours plus ou moins à convaincre, mais en sachant que justement, on peut ne pas partager forcément mon point de vue. Donc, c'est une construction historique, politique, c'est une construction éthique, donc, hein, c'est construire l'humanité une. Et une autre erreur du passé chez les humanistes, c'est d'avoir cru que le progrès était inéluctable, qu'il y avait un sens de l'histoire univoque. Là aussi, en fait, il n'y a, à mon sens, ni droit naturel, ni sens de l'histoire, ni inéluctabilité du progrès. Et puisque on cite nos auteurs, moi je cite dans mon petit article un homme qui m'a marqué depuis mon adolescence. J'étais anarchiste, j'avais déjà sur mes cahiers la photo de Léon Blum. Alors évidemment, face à Charles Maurras, c'est assez savoureux de citer Léon Blum. Si ça avait été Barrès, Blum a été barrésien, donc ça m'aurait moins gêné. En fait, je ne suis pas gênée du tout. Je vais vous citer une lettre de Léon Blum à son fils, alors que Léon Blum est prisonnier à Buchenwald. Il lui écrit le 31 juillet 1944, où sa vie est probablement menacée. Hein. Et je cite Léon Blum. « Ce fond de cruauté que nous avons vu remonter dans notre peuple depuis 5 ans et qui bat aujourd'hui le monde comme une marée, je suis convaincue qu'il existe à l'état latent chez tous les hommes, et bien peu de choses suffisent pour qu'il recouvre de sa boue sanglante les bases acquises de la civilisation. Je ne crois pas plus aux races de brutes ou de maîtres qu'aux races de déchus ou de damnés. Un bien léger déplacement de circonstances suffit pour ranimer la brute chez l'homme, avec un grand H, chez tous les hommes, mais je suis convaincue par contre, et c'est là mon optimisme foncier, qu'il existe chez l'homme, chez tous les hommes, à côté de la sauvagerie séculaire, un instinct de solidarité et de fraternité qu'on peut ranimer lui aussi en agissant à la fois sur leurs sentiments et sur leurs intérêts. Donc, je crois que là-dessus, on pourra s'entendre effectivement, il n'y a pas une nature bonne ou mauvaise de l'homme. Les droits de l'homme ne sont ni divins ni naturels, à mon sens. Ils sont historiques, politiques, et il s'agit de les revivifier et de les mettre en mouvement chez tous les hommes. Aujourd'hui, cette erreur de croire à la bonté humaine par nature
elle peut s'appeler, comme le dit Marcel Gauchet, le droit de l'hommisme, c'est-à-dire faire des droits de l'homme une conception qui nous amène en fait au relativisme. Toutes les cultures se vaudraient, tous les hommes, quelles que soient leurs actions, seraient aussi respectables, etc. Or, l'humanisme est né en Occident. Alors, l'humanisme est pourtant universel, mais justement, cette idée d'universalisme est née en Occident, et il ne s'agit pas de le nier. L'apport spécifique de l'Occident au monde, c'est justement à la fois cet universalisme, c'est-à-dire considérer que potentiellement l'homme avec un grand H existe à travers les humains divers qui deviennent de plus en plus humains, et en même temps l'individualisme, qui ne doit pas être confondu avec l'égoïsme, la recherche des biens matériels immédiats, etc. L'individualisme, c'est l'émancipation de chacun, l'émancipation de la communauté qui opprime. L'individualisme, c'est l'appartenance choisie à l'universel. C'est la libre pensée, c'est la réflexion sur soi, le regard critique, la pensée critique, c'est l'herméneutique, c'est la possibilité d'interpréter les textes, surtout les textes dits sacrés, d'avoir 1000 interprétations possibles, chaque lecture pouvant être une nouvelle interprétation dans la version talmudique notamment. Donc, cet apport, il est nié par les anti-humanistes d'aujourd'hui, les anti-lumières d'aujourd'hui. Il y en a deux grandes catégories que Daniel Salvatore a déjà évoquées. Alors, les woke, donc communautarisme, multiculturalisme, anti-occidentalisme, hein, et les islamistes, qui sont, excusez-moi, mais islamisme radical, pour moi, c'est un pléonasme. Hein. L'islamisme, c'est forcément radical, hein, puisque c'est effectivement, comme vous l'avez dit, une idéologie totalitaire, donc à la fois autoritaire et qui impose une vision globale qui englobe tous les domaines de l'humain et qui impose sa vision, sa Weltanschauung, hein, sa vision du monde, comme on disait dans le nazisme. Et donc les islamistes, ils sont anti-laïcité, ils le disent ouvertement. Ça veut dire quoi? La laïcité, c'est pas la loi de séparation de l'Église et de l'État. La laïcité, c'est l'esprit laïque, c'est l'émancipation, l'esprit d'émancipation. C'est la libre pensée, la libre disposition de son corps en même temps. L'esprit laïque, il naît avec la philosophie libertine, qui est libre disposition de son corps, qui peut être nos sexes. Hein. C'est pas forcément le sexe absolument débridé. Mais c'est la libre disposition de son corps associée à la libre pensée. C'est les deux ensemble. Donc ça, c'est ça l'esprit laïque. Et c'est pourquoi ensuite, évidemment, la laïcité s'intéresse à l'école, parce que c'est former un esprit à l'émancipation, à la critique, à l'autonomie, etc. Hein. Mais les lois sont secondes. L'esprit est premier, si j'ose dire. Donc, les islamistes, ils sont anti-laïcité, parce qu'ils sont contre l'émancipation, ils sont contre l'individu, et ils sont contre, évidemment, l'individu dans l'universel.
Ils sont anti-démocratie, c'est-à-dire la liberté à travers l'égalité, c'est-à-dire la liberté à égalité pour tous. Ils sont contre la liberté individuelle et contre l'égalité. Égalité des sexes, égalité des croyances, hein, puisque tout ce qui n'est pas musulman doit être soit exterminé, soit soumis à la dhimmitude, hein, au statut de dhimmi, c'est-à-dire payer des taxes pour sa survie et être de toute façon molesté et avoir tous les interdits possibles et imaginables, humiliants autant que possible. Antipluralisme, évidemment, puisque surtout donc interdiction d'avoir une vision, une analyse, une interprétation différente du Coran, hein, puisque à partir du Xe siècle, toute interprétation divergente est interdite. Donc, évidemment, on a un mélange du wokisme et de l'islamisme avec, au début, on a eu l'islamo-gauchisme et maintenant on a l'islamo-wokisme, hein, de façon absolument paradoxale. Vous voyez les gens qui défendent les droits des LGBT soutenir les islamistes qui jettent par le haut des immeubles les homosexuels et qui lapident les femmes. Bon, enfin, allez comprendre quelque chose. En tous les cas, ils se rejoignent sur leur position anti-occidentale. Là, on est d'accord, voilà. Bon, donc, évidemment, anti-humaniste. Alors, pour terminer, puisqu'on en est dans les citations, je voudrais juste rappeler donc que l'humanisme est un combat donc politique, hein, n'ayons pas peur des mots, politique au sens large du terme, pas partisan dans un parti particulier, je ne suis plus adhérente nulle part. Mais je l'ai été longtemps au Parti socialiste, comme beaucoup le savent. Mais je ne peux plus l'être aujourd'hui, évidemment. À cause de l'islamo-gauchisme, hein, je veux dire. Bon. Mais l'humanisme, c'est aussi une volonté, et donc je terminerai par la définition par Kant de la Aufklärung, hein, de l'esprit des Lumières. C'est la sortie de l'homme hors de l'état de minorité dont il est lui-même responsable. La sortie de l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. Donc ça, c'est Kant qui écrit ça dans le petit texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et pour terminer, dans le discours de la servitude volontaire, évidemment, je citerai la Boétie qui nous dit que pour sortir de la servitude volontaire, évidemment, il faut sortir de cette situation où, alors il nous dit, pour que les hommes se laissent asservir, il faut qu'ils soient de deux choses l'une, contraints ou abusés. Bon, je saute un petit peu. C'est alors moins souvent par la séduction d'autrui que par leur aveuglement. J'en reviens donc, et je finis là-dessus, l'humanisme est aussi une volonté individuelle de participer à l'universel. Je vous remercie. Mon cher Daniel, un rebond avant que je... Oui, je suis très heureux que René ait parlé d'universalisme, puisque, en fait, cet humanisme qui est au centre de cette réflexion critique au sens kantien du terme, une réflexion, une pensée critique au sens noble du terme, eh bien, c'était exactement ainsi que Goethe et à sa suite Michelet définissent le grand Léonard de Vinci comme un génie universel qui brasse tous les champs du savoir, la peinture, bien sûr, mais aussi la mécanique, l'architecture, ingénieur, médecin, qui a donc brassé tous les champs du savoir de son époque, et c'est pour cela
que dans ces 33 auteurs, je ne les ai pas cités tous, non seulement je les ai choisis indépendamment de toute tendance politique ou idéologique, dans un véritable esprit de tolérance, mais aussi par rapport à différents champs de savoir. Il y a des philosophes, Rodecker, Taguieff, Ferry. Il y a des linguistes, mon ami Françoise Nord. Il y a des psychanalystes, Elsa Godard. Il y a des psychologues. Il y a des anthropologues, Véronique Naumgrappe. Il y a toute une série de savoirs dans les sciences humaines, dans les sciences artistiques. Un très beau texte de Bruno Moissan sur la musique à l'époque de la Renaissance. Bruno Moissan est vraiment un très très grand musicologue. Il fait partie de l'Institut Chopin à Varsovie. C'est un des plus grands musicologues aujourd'hui. Il vit en France. Voilà, donc c'est un livre en fait choral. C'est un livre choral. Je vais redéfinir le mot prismatique. Le terme de prisme est important. C'est une vision prismatique, kaléidoscopique, pour reprendre le terme de Baudelaire, dans effectivement Fusée que j'ai déjà cité. Puis je voudrais préciser le concept de libertinage de René Frégosi. Je pense, mais je me trompe peut-être, que quand elle parle de libertinage, c'est pas des esquins, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est ce libertinage érudit qu'on a vu poindre notamment dans la foulée de l'humanisme au XVIIe siècle, avec des gens comme Pierre Gassendi, qui était le meilleur ennemi de Descartes, qu'on ne lit pas assez. Pierre Gassendi, Lamotte Levaillé, Cyrano de Bergerac. Théophile de Viau, le grand poète Théophile de Viau. Voilà des grands... Et ça, quoique ça vient encore après. Hein. Là, je cite des gens du XVIIe, vraiment. C'est-à-dire l'époque baroque, bien sûr. Oui. Et donc, c'est une chose, ce sera d'ailleurs un de mes prochains livres, la charnière, le passage, je le dis d'ailleurs dans l'introduction, entre l'humanisme au sens strict et propre du terme, celui de Pomponazzi, de Campanella, de Bruno, de la Boétie, de Montaigne ou de Léonard de Vinci, celle de la Renaissance ou d'Erasme, le passage de l'humanisme de la Renaissance à la philosophie des Lumières du XVIIIe, notamment chez Sade, chez Diderot et chez Voltaire, c'est ce libertinage érudit au XVIIe siècle. C'est cet immense philosophe qui est Pierre Gassendi, qui a écrit un livre sur Aristote, d'ailleurs, hein, une somme où il s'oppose à Descartes. C'est un superbe débat, d'ailleurs, c'est un scientifique, d'ailleurs, dans les méditations métaphysiques de Descartes, les objections que certains philosophes font à Descartes, il y a notamment Gassendi. Il y a une correspondance entre Descartes et Gassendi extrêmement riche. Enfin, moi, j'ai les œuvres complètes de Descartes, c'était ma thèse de philosophie sur l'union de l'âme et du corps chez Descartes. Bien, le dialogue entre Gassendi et Descartes est absolument passionnant, mais passionnant. Donc voilà, je voulais simplement préciser cela à propos du libertinage érudit, hein, pour être tout à fait complet et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'était des esprits universels. Des esprits universels des esprits matérialistes pour la plupart, et qui sont aussi à l'origine de ce qu'on peut appeler la laïcité aujourd'hui, au sens où vous l'avez défini. Voilà ce que je voulais dire. Alors, dernière petite précision par rapport à l'humanisme. Qu'est-ce qui définit l'humanisme? Eh bien, c'est absolument exemplifié de manière même magistrale par l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, cet homme au centre d'un cercle qui est censé représenter la Terre, qui elle-même est au centre quasi d'un carré qui est censé représenter l'univers. C'est l'homme au centre du monde, c'est le titre, et c'est pour ça que nous avons ici stylisé cet homme de Vitruve de Léonard de Vinci. C'est le passage du théocentrisme qui caractérise le Moyen-Âge à l'anthropocentrisme qui caractérise la Renaissance, c'est-à-dire le Moyen-Âge, le théocentrisme, ou Dieu, théos en grec, est au centre du monde, et la clé de voûte de tout l'édifice conceptuel, intellectuel et même artistique, raison pour laquelle 90% de l'art médiéval est plus ou moins religieux. Et puis le passage à l'anthropocentrisme, anthropos en grec qui veut dire l'homme au centre du monde, le passage du théocentrisme à l'anthropocentrisme qui définit l'humanisme, sauf qu'il n'y aurait pas eu d'humanisme, c'est-à-dire d'anthropocentrisme, sans théocentrisme. Il n'y a pas de véritable rupture, comme l'a dit très bien Umberto Eco, mais une continuité entre
le théocentrisme et l'anthropocentrisme, qui définit donc l'humanisme, pour arriver à ce libertinage érudit du XVIIe siècle, et puis finalement l'apogée au siècle des Lumières avec Sade, qu'on ne cite pas assez, parce que bon, Dieu sait pourquoi. Mais voilà, et c'est donc tout cela qui est dans ce livre, et dont j'ai essayé modestement, humblement, de faire la synthèse dans cette longue introduction, et puis aussi dans la conclusion, dont je dirais deux mots après à propos de cet esprit prismatique. Mais je pense que notre ami Pierre-Yves a des choses encore à dire. Son très beau texte, là, très très beau texte, très très beau texte qu'il a écrit. Moi, grâce à la chance que Daniel m'a offert, j'ai pu écrire ce texte sur l'humanisme au temps de la multipolarité. Je voudrais déjà dégonfler une ou deux idées faciles. L'humanisme n'est pas ce que la grande spécialiste de l'humanisme, Monique Castillo, appelait l'humanitarisme victimaire et compassionnel. L'humanisme n'est pas une morale pleureuse. Ce n'est pas parce que vous entendez des gens qui se définissent comme tels matin, midi et soir, parce qu'il y a deux manières de servir une grande notion, et malheureusement le destin de l'histoire des idées est parfois tragique, autant pour les hommes que pour les œuvres. C'est soit vous servez l'idéal qui était l'idéal de Newton de la Renaissance, cette indécence de l'humanisme, soit vous abaissez l'humanisme à ce que vous êtes, et aujourd'hui vous avez un humanitarisme pleurnichard que vous entendez à intervalles réguliers. Je vous prie de pouvoir faire la différence entre les deux. L'un des grands penseurs de l'humanisme, qui est d'ailleurs un de nos amis, un de nos maîtres, qui n'a pas pu être là ce soir parce que c'est aujourd'hui un homme très âgé, qui est le professeur Magnard, dans ses questions à l'humanisme, l'avait bien dit, un héritage sans testament ne saurait donner lieu à une légitime appropriation. Aujourd'hui, plus vous entendrez les mots, moins vous verrez les choses. Or, l'humanisme reste une réponse à la terrible crise de civilisation que nous vivons. Et je prends, dans ce texte, je prends le fait de multipolarité, sur lequel je vais revenir, comme une chance de revenir à un idéal qui fut nôtre, qui a fait ce que nous avons certainement été de mieux dans la modernité, et dont la modernité tardive, décadente, ou pour employer un terme des Lumières, puisque ça commence à la taxinomie, entre autres celle de Buffon, dégénérée, c'est-à-dire sortie du genre, hein, ça n'a pas de connotation morale particulière, mais c'est un fait taxinomique à la base. Or, nous sommes dans cette fin de modernité, ce n'est pas l'acmé de l'humanisme, comme d'ailleurs certains penseurs woke le disent bien. Je vous recommande la lecture de Jean-François Bronstein sur le galimatia idéologique de ce qu'on appelle le wokisme, qui est en réalité une décomposition du protestantisme majoritaire, c'est-à-dire un awakening raté, donc un réveil protestant, comme il y en a à peu près tous les 60 ans dans l'histoire du protestantisme, mis à part que celui-ci est certainement le dernier réveil avant la mort. Et c'est ce que j'ai appelé dans certains de mes écrits une idéologie de décomposition. Et malheureusement, il y a des idéologies de décomposition dans tout l'Occident, c'est-à-dire que nous ne sommes pas face à un ennemi, nous sommes face à la putréfaction de ce que nous avons été. C'est infiniment plus difficile à combattre pour une civilisation. Parce qu'au moins l'ennemi, c'est un antagonisme, il vous permet une définition ramassée de vous-même. En réalité, il vous rend service, d'un certain côté. Toute personne qui a fait de la polémologie le voit. Parce que l'ennemi permet la facilité. Quand l'ennemi, c'est vous-même et votre propre déclin, c'est infiniment plus subtil, infiniment plus problématique. Or, contrairement à ce que vous pouvez penser, et ça, malheureusement, c'est passé par une certaine gauche et par une certaine extrême gauche, le pire de ce qu'a fait l'Occident n'est pas lié à l'humanisme. C'est un procès qui est facile. Et d'ailleurs qui aujourd'hui est dans la tête de malheureusement beaucoup de ce que Emmanuel Todd appelle les crétins diplômés, le terme n'est pas de moi, mais quand je vois par exemple la dévotion que suscite l'œuvre de quelqu'un qui est un des grands penseurs de l'anti-humanisme contemporain, qui est Peter Singer, qui est à la fois l'homme du droit des animaux, ça à la rigueur, si vous voulez, personne ne veut torturer de belette, en tout cas j'espère pas dans cette salle, mais
tu n'es pas concerné, Laurent. Tu n'es pas concerné. Je parlais aux gens bien. Mais je vous rappelle que c'est aussi le principal théoricien de l'avortement postpartum. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pu, sans trembler du menton, dire que finalement, un enfant qui ne s'assume pas financièrement est un fœtus attardé et qu'on devrait pouvoir le supprimer. Ce qui est à dire quand même qu'on pourrait supprimer toute personne au-dessous de 21-22 ans. C'est même le pater familias romain, elle n'est pas jusque-là. Hein, vous voyez comment... Ni l'eugénisme, d'ailleurs. Ni l'eugénisme. L'eugénisme, docteur Carrel. Tu vois, comme, vous voyez, on ne peut Non, pas... c'est inconnu. C'est sous les meilleurs attraits du monde. On peut régresser très vite. D'accord? Donc, nous sommes face à une modernité qui a porté des traits en commun avec l'humanisme. Elle a généralisé la forme étatique. Elle a généralisé l'accès à l'éducation et entre autres pour permettre les mobilisations. Oui, mais elle repose sur des faits structurants. La généralisation de la forme capitale n'est pas universelle, elle est indifférenciée. Elle ne crée pas l'homme, elle crée la masse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'un des buts de l'humanisme, c'était d'éviter que l'humanité devienne ce que Nietzsche en dit dans Aurore, un sable fin, doux, rond et infini. L'humanisme, c'est l'homme granuleux, pour reprendre une phrase qui, je crois, est d'Alexandre Vialat. C'est l'homme singulier. Ça se voit chez Balthazar Gracian, dans L'homme universel, qui est la traduction faite par Joseph de Courville. Balthazar Gracian, lui, il l'appelle El Discreto. C'est quoi Discreto? Discreto, c'est cet homme réservé, retenu, judicieux, modeste, prudent, capable de secret, rendu par l'éducation, accompli en tout genre, cet être rare jusqu'à être unique, qui devient alors un paradigme. C'est-à-dire qu'il accomplit l'humanité par ce travail à soi-même, comme l'écrira Thomas Mann. L'idéal humaniste, c'est ça. C'est de faire des hommes accomplis. D'un certain côté, ce qu'on appelle transhumanisme aujourd'hui est un contre-humanisme, comme il y a des théories de la contre-initiation. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons renoncé à accomplir l'homme dans toutes ses potentialités, dans tous ses possibles, et nous laissons à la machine le soin de le remplacer. Or, aujourd'hui, parce que la modernité nous a mutilés en nous donnant la domination, ce qui a été le cas de l'Occident pendant 2 siècles, il ne s'agit pas de le regretter, c'est un fait historique. Il s'agit de prendre le fait qu'aujourd'hui, l'émulation géopolitique va nous servir. Nous sommes en face de nouvelles puissances qui d'ailleurs ont copié notre modernité pour s'émanciper de nous. Souvent, Samuel Huntington le disait bien, la modernisation n'est pas une occidentalisation. C'est le fait de vouloir ne pas obéir à l'Occident. Le cas du Japon est absolument archétypal là-dessus. Or, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des grands autres, comme dirait Régis Debray, qui vont nous aider à nous recentrer, car on ne pourra faire un dialogue avec l'autre que s'il y a l'autre et que si nous sommes nous-mêmes. La multipolarité nous donne cette chance, car elle nous délivre de certaines pathologies impérialistes que toute puissance dominante a. Ni plus mauvais, ni meilleur que les autres. Le fait d'être en face de gens qui vont vouloir avoir leur part du monde qui vient va nous obliger à ce que le traducteur d'André Malraux au Japon, un des grands amis du cercle et un de mes vieux maîtres, Tadao Takemoto, appelle un dialogue racine contre racine. Je pense que c'est peut-être la meilleure définition de la vision que j'ai de l'humanisme qui vient, parce que nous étions à ça de le réaliser à la fin de la guerre. Revoyez les débats publics, par exemple le débat sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les intellectuels hindous, les intellectuels chinois. Pour la première fois, tout le monde avait le droit de citer. D'ailleurs, Arnaud Imatz en a fait des papiers que certains d'entre vous ont peut-être lus.
ça a permis d'interroger l'Occident sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire, est-elle réellement universelle? Qui êtes-vous pour la faire? Rappelez-vous que le texte de 1848, l'un des premiers à le critiquer, c'est le Mahatma Gandhi. Dire ce texte-là m'échappe, parce que même, disait-il, ma mère illettrée, or on aurait trouvé la faille. C'est qu'il n'y a pas de devoir dedans. Or, nous sommes face, aujourd'hui, à tout un monde qui se structure, qui ne se structure pas contre nous, qui se structure contre une part des tares qu'il voit de nous. Je mets de côté des phénomènes type islamisme ou autre que nous devons combattre parce qu'ils nous nient. Mais je pense que l'ennemi chez nous est intérieur. C'est-à-dire que je pense que nous sommes face à un sentiment de déclin de civilisation, que aujourd'hui nous laissons des gens nous accuser. Mon vieux maître, et l'un des premiers parrains du cercle, Jean-François Mattei, l'écrivait bien, c'est que c'est nous, c'est la culture européenne qui, par l'humanisme, a décentré son regard et a pu se juger elle-même. C'est toute l'œuvre de Montaigne. Et bien aujourd'hui, certains adversaires nous jugent en utilisant notre mauvaise conscience. Or, nous devons résister à ça, tout comme nous devons reprendre le train d'un monde un et assuré de son avenir, sans haine de soi, mais avec au moins cet idéal de refaire des hommes libres. C'était la grande question de Bernanos, c'est le défi, c'est ce que le général de Gaulle appelait la querelle de l'homme. Je pense que nous avons ce logiciel humaniste, que d'ailleurs d'autres ont avec leur visage à eux. Je pense, nous allons publier bientôt l'œuvre de Mengzi à une part de l'humanisme chinois ou autre. Nous allons pouvoir redialoguer ensemble dans ce monde où la mondialisation se terminera, mais où la mondialité restera. C'est pour moi le grand défi, la grande chance de l'ère multipolaire. Nous pouvons ressusciter ce que nous avons été de meilleur, et nous, à une condition, c'est de bien se rendre compte que nous sommes laissés emporter, et on le voit particulièrement à partir des années 70-80, ce que Régis Debray appelait la contre-révolution réussie. Nous avons oublié cet idéal de l'après-guerre qui a été l'esprit de Philadelphie, la conférence de la Havane, tout ça. Ça se voit dans le gaullisme, hein. Nous avons oublié tout ça pour revenir à un impérialisme basique. Aujourd'hui, ces temps sont révolus. D'autres auront la tentation de la puissance et auront les apories qui vont avec. Mais maintenant, nous sommes libres de proposer quelque chose au monde. En tout cas, c'est le sens que j'avais donné à ma communication. Je crois à ce dialogue Racine contre Racine parce que si nous n'arrivons pas à faire ce dialogue interculturel, eh bien, ce seront les forces barbares qui décideront de notre avenir. La démographie, certaines déclinantes de manière dramatique et d'autres immaîtrisées. Le choc des deux sera terrible. L'hubris technicienne qui fait qu'aujourd'hui tout acte de création peut être singé, et si tout acte de création pure peut être singé par la machine, ça nous remet au-dessous du niveau du primate. Il faut quand même s'en rendre compte. Or, ces forces barbares devront être arrêtées. Et ça, peut-être que l'une des seuls moyens de le faire, c'est de terminer ce vieux rêve de la Renaissance, non pas de l'homme augmenté, mais de l'homme réalisé. Merci à tous. La conclusion de la conclusion, mon cher Daniel. Mais je suis très heureux, mon cher Jean, Pierre-Yves, que vous ayez cité, entre autres, Jean-François von Stein. Il y a tout un chapitre sur la critique du wokisme dans mon introduction et sur la religion woke, justement, qui est le titre de son livre remarquable, où il dit effectivement que le wokisme est un avatar mal digéré et avorté du protestantisme. C'est d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il naît sur les campus américains. D'ailleurs, Max Weber, dans son livre sur l'esprit du capitalisme et le protestantisme, l'avait déjà évoqué. Max Weber qui a dit des choses absolument remarquables de ce point de vue-là et qui était prophétique. Alors, et Spengler aussi dans le déclin de l'Occident. Voilà, ce sont toutes ces références qui sont dans ce livre et qui balayent
ces 400 pages. Et je suis heureux qu'on insiste sur le wokisme parce que, là je ne fais pas de pub, hein, mais c'est mon prochain livre, c'est contre le wokisme, une critique en bonne et due forme du wokisme, il sort dans 3 semaines chez Éric Bonnier, le titre c'est Rockisme contre wokisme. Comment le rock, quelqu'un comme par exemple David Bowie, a inventé le transgenre, bien, mais sans l'arrogance, sans le côté, le jugement permanent, totalitaire, injonction, inquisiteur. Donc, comment certaines figures du rock ont anticipé, il y a un demi-siècle déjà pour certains, ce qui va devenir, mais avorté, mal digéré, et absolument abject, le wokisme d'aujourd'hui, intolérant, sectaire. Voilà, ce sera mon prochain livre qui sortira dans 3 semaines et peut-être aurai-je le privilège de le présenter ici, où là, c'est vraiment une critique en bonne et due forme, pratiquement 200 pages du wokisme, avec entre autres Bronstein, mais pas seulement, bien sûr. Voilà. Alors, je ne vais pas vous lire ce que j'ai écrit à propos de cette figure idéale de l'humaniste, tel que je le vois pour ma modeste part, dans la conclusion, mais en tout cas, vous avez, mon cher Pierre-Yves, fait allusion à cet honnête homme qui est en fait cet humaniste auquel nous pensons, et d'ailleurs un des sous-titres de ma conclusion, c'est Éloge de l'honnête homme. Et donc c'est cet honnête homme, cet humaniste que nous appelons de nos voeux pour sauver, si c'est encore possible, notre culture, voire notre civilisation qui, pour notre part, nous semble en danger par toutes ces dérives sectaires et totalitaires qui s'avancent masquées, qui ne disent pas leur nom et qui sont d'autant plus sournoises, perfides et dangereuses qu'elles ne sont pas nommées. Voilà, merci infiniment. Merci à tous. On va passer aux questions. Si. J'aimerais revenir sur la notion d'universalité au niveau de l'humanisme. En fait, je me base sur l'humanisme classique grec, qui se base sur l'éducation et sur le principe d'une croyance en l'homme comme étant capable de s'accomplir pleinement dans son esprit, dans son corps, dans sa sensibilité, dans sa raison, c'est une dimension complète de l'homme, et aussi comme adulte, c'est-à-dire comme responsable. J'ai l'impression que justement, du coup, cette définition de l'humanisme, elle est très, enfin, si on prend les Grecs, elle est portée à une civilisation précise. Pour eux, l'humanisme, c'est l'homme grec, c'est l'homme civilisé, et elle ne s'applique pas à tout le monde et pas à tout barbare. La question, c'est est-ce que, du coup, l'humanisme, sachant qu'on hérite de cet humanisme depuis la Renaissance jusqu'au grand siècle, au grand 19e siècle, qui revient justement sur cette cible grecque, gréco-latin, est-ce que, du coup, la définition qu'on a de l'humanisme n'est pas purement gréco-latine et donc confinée à une forme, comment dire, réduite, occidentale, gréco-latine de l'homme et ne peut pas avoir la même dimension universelle des hommes? Je vais donner la parole à Pierre-Yves, mais je la prends simplement parce que vous faites référence très justement à la civilisation gréco-latine. Or, je vois que dans le cercle Aristote, il y a comme image l'école d'Athènes de Raphaël, n'est-ce pas? Et il se fait que j'ai aussi consacré un livre important à Raphaël, ce que j'ai appelé la grâce du monde. Je pense effectivement qu'il naît à l'époque athénienne et que l'humanisme tel que nous le voyons à la Renaissance, et on le voit avec Raphaël dans l'école d'Athènes, qui est d'ailleurs la seule œuvre profane de Raphaël en plein Vatican. Les stanze di Raphaël, ou les chambres de Raphaël, il y a 4, 8, 12, 16, il y en a 16, puisqu'il y a 4 pièces, c'était les appartements privés du pape. Eh bien, c'est la seule œuvre profane. En plein cœur du Vatican, rendre hommage à la philosophie grecque polythéiste, où l'on voit au centre Aristote et Platon. Platon sous les traits de Léonard de Vinci, il a le Timée, quand on zoome, il a le Timée sous bras, et Aristote, il a l'éthique Nicomaque sous bras. Donc, effectivement, cet universalisme dont nous parlons, il vient de la philosophie gréco-latine, grecque en tout cas. Et d'ailleurs, l'humanisme se base sur un retour à l'Antiquité grecque. C'est pour ça que nous avons beaucoup parlé de la Renaissance, nous avons beaucoup parlé du libertinage érudit et de l'esprit des Lumières, dont l'inspiration première est cet universalisme grec. Alors, est-ce que c'est restreint? Il est en tout cas très occidental. Mais restreint ne veut pas dire totalement réservé.
Pour deux raisons. Premièrement, les questions vont être les mêmes. Prenez l'exemple du grand remplacement de l'humain par la machine. Nous avons eu en France un homme génial qui, malheureusement, a fait un suicide romain parce qu'il ne voulait pas être diminué, c'était Bernard Stiegler. Il a son pendant en Chine aujourd'hui parce que les Chinois aussi se demandent si la machine ne va pas les remplacer. Donc, premièrement, les questions vont être les mêmes et vont permettre ce dialogue. Deuxièmement, sur la notion de dialogue dans notre pensée profonde, qui est la pensée grecque. Il ne faut pas oublier que le barbare, pour un grec, ce n'est pas une condamnation morale, c'est un fait de différence. Pour les Grecs, les philosophes barbares existent. Toute l'œuvre de Jean-Louis Bruno sur la réception du savoir grec et du dialogue du savoir grec avec le savoir celte démontre quoi? C'est que le philosophe dit barbare, c'est-à-dire philosophe qui ne parle pas grec, est néanmoins vu comme un philosophe pythagoricien. Ça a été le cas d'une partie des druides, où on voit dans les sources grecques. Donc, c'est un mouvement qui nous appartient, certes, mais c'est un mouvement qui peut résonner avec d'autres grands mouvements civilisationnels. C'est le sens du dialogue racine contre racine. Je vais donner un exemple, moi, qui me touche, qui me bouleverse à chaque fois que j'en parle. L'avant-dernier empereur du Japon, c'est-à-dire celui qui a abdiqué, a reçu la leçon impériale des mains d'un non-japonais pour la première fois de l'histoire du Japon, et c'était, à la demande de Kawabata, c'est André Malraux qui a donné la leçon impériale à l'empereur du Japon. C'est-à-dire quelque chose qui est réservé aux plus grands japonais vivants. D'accord? Ça, à un certain niveau, ce dialogue interculturel peut avoir lieu, et de toute façon, il devra avoir lieu. Parce que si les cultures n'ont pas ce droit à l'enracinement, pour reprendre Simone Veil, et à la pérennité, elles seront toutes concassées par ce qui est en train d'arriver. Donc, parce que si nous n'arrivons pas à verbaliser, pas nous mettre d'accord, mais en tout cas, à échanger sur le type d'humain que nous voulons sauver, ben la machine nous roulera dessus. Et ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Moi, si vous voulez, qu'on s'extasie devant des gens qui arrivent à dire ubi et orbi que 80% de l'humanité deviendront des inutiles face à des dieux, ce qui, je vous le rappelle, est la diade de toute la pensée transhumaniste qui aujourd'hui est sur toutes les lèvres. Mais le problème, c'est que quand on entre dans la logique de l'homme en trop, le XXe siècle nous dit bien. D'abord, on pense les hommes en trop, et après, on traite les hommes en trop. C'est ça qui nous prend au nez. Je vous le dis sincèrement. En tout cas, c'est la vie que j'en ai. Oui, parce que je ne crois pas qu'on puisse appeler humanisme vraiment la philosophie grecque. L'humanisme vient après, et c'est foncièrement athée qui vous le dit, vient après l'universalisme chrétien. Et bien sûr, c'est, si on veut, occidental, le christianisme, mais bon, c'est quand même né en Israël. Donc, l'humanisme considère effectivement tous les êtres humains comme des hommes. Et c'est pourquoi il s'interdit, l'humaniste, de considérer qu'il y a des hommes en trop. Il y a des hommes à convertir à l'humanisme, comme il y avait des nations à aller enseigner. C'est Paul qui nous dit. Il nous dit bien des choses, Paul. Il nous dit aussi pourquoi la femme doit être voilée, hein, entre parenthèses, hein, dans l'Épître aux Corinthiens, première Épître aux Corinthiens, verset 11, il nous dit pourquoi les femmes doivent être voilées, en signe d'impureté et de soumission à l'homme. Bon, et si elles ne se voilent pas, qu'elles se rasent la tête. Donc, vous voyez, il y a quelque chose
d'universel dans le voilement des femmes, effectivement. Donc, bon, donc je ne suis pas du tout paulinienne, mais c'est lui qui a été enseigné à toutes les nations, si je ne m'abuse. Et donc, effectivement, cette notion d'humanité, elle n'est pas grecque, elle est chrétienne. Et ensuite, elle va être effectivement sécularisée à travers les philosophies différentes d'ailleurs, mais qui vont converger à la Renaissance avec le passage du monde clos à l'univers infini, comme dit Coiré, c'est-à-dire on sort de la vision cosmique grecque et on s'ouvre sur l'infini et on ouvre effectivement à l'humanité, l'humanité à l'universel. Donc je pense que évidemment nos racines sont gréco-latines, judéo-chrétiennes, mais l'universalisme effectivement s'ouvre à la rencontre de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement au cœur de l'humanisme. C'est pour ça que je termine mon introduction par Lévinas, par l'éloge d'autrui. Et ce que vous dites, ma chère René, à propos du lien avec le christianisme, je disais auparavant qu'effectivement, l'humanisme qui se définit par l'anthropocentrisme dérive du théocentrisme. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, il y a une continuité entre le théocentrisme et l'anthropocentrisme. Et il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est quand vous parliez d'échanges, de dialogue interculturel, c'est ce que, j'essaie de synthétiser ça dans ma conclusion sur le terme de prismatique. Quand je parle de prisme, je veux dire que un prisme, c'était d'abord la figure géométrique préférée de Léonard de Vinci. Un prisme, c'est un miroir réfléchissant, c'est différentes facettes où chaque discipline des sciences humaines, voire des sciences exactes, se reflètent l'une dans l'autre. L'anthropologie, la philosophie, la linguistique, elles se reflètent l'une dans l'autre. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi interculturel, où les différentes cultures peuvent se refléter, au lieu de se combattre et de s'opposer, elles peuvent dialoguer, elles peuvent avoir cet échange que nous appelons de nos voeux. Et cette civilisation que nous appelons de nos voeux n'est pas spécialement la civilisation occidentale, ce sont nos références à nous. Mais comme le dit très bien Pierre-Yves, il y a des choses absolument prodigieuses, comme René l'a dit aussi d'ailleurs. En Orient, il parle du Japon, et d'ailleurs dans Les Conquérants, Malraux parle de cet intellectuel en qui l'aptitude à l'action, la lucidité et l'esprit critique se réunissent en un seul homme. C'est ça l'humaniste idéal, type. Évidemment, c'est un idéal. C'est un idéal à conquérir, à toujours reconquérir. Oui, c'est un idéal, c'est un projet. C'est un projet. Voilà, c'est un projet. Voilà sur quoi se base ce livre. Voilà le projet, l'esprit de ce livre. Bon, une question. Vous vouliez poser une question? Oui, vous? Oui. Vous avez un tout petit peu parlé de l'échec des intellectuels, en tout cas de que peut devenir la figure d'un intellectuel aujourd'hui. Du coup, vous n'avez pas du tout parlé de la crise en Israël, et j'aurais voulu revenir sur les manifestations des artistes et sur le potentiel rôle ou non-rôle qu'ont joué les intellectuels, ou ce qui reste des intellectuels de gauche dans les positions qu'ont pris les artistes depuis le 7 octobre, et surtout, est-ce qu'on peut pas voir... un peu loin du sujet de base, moi Mais je comprends ce qu'elle veut dire. En fait, ma question de départ, c'était... Pardon, oui. Un tout petit peu, c'était de dire que quand on se revendique de l'humanisme, généralement, les grands penseurs, les grands humanistes avaient une faculté à connaître énormément de choses et à être artiste et intellectuel à la fois. Vous citez Léonard de Vinci. Enfin, Baudelaire était poète, mais il était aussi intellectuel. Verdi a fondé l'unité italienne alors qu'il était musicien. Et en réalité, il y a un moment donné où se scinde le rôle de l'intellectuel et le rôle de l'artiste. Et est-ce que c'est pas ça l'échec de l'intellectuel et de l'humanisme? Et du coup, c'est une question que je vais déposer en lien avec le 7 octobre, mais enfin en toute petite aparté.
j'espère que vous parlez de sexualité avec le rock et David Bowie, parce que ça va devenir encore plus compliqué que le libertinage du XVIIe siècle, sauf à évacuer la question Fragonard et de l'intégralité de ses dessins érotiques, sauf à évacuer Claude le Petit, sauf à évacuer Don Juan, sauf à évacuer ça. Donc, si vous parlez de sexualité, ça me semble assez invraisemblable. Et sans parler en réalité même du poème qui est sorti il y a 6 mois, un livre sur l'Italie libertine. J'ai trouvé ça assez bizarre, surtout dans une époque où, en réalité, les forces du mal, comme on le dit très bien, que ce soit le wokisme ou l'islam, sont en réalité foncièrement opposés à toute forme de sexualité. Donc voilà. Ça, c'est ambitieux. Là, je vous laisse répondre. Alors, Moi, il y a plusieurs questions dans votre question, hein. D'abord, en 1995, donc il y a longtemps, il y a 30 ans, j'ai publié un livre qui s'intitule Les Intellos, la dérive d'une caste, de Dreyfus à Sarajevo, qui était une première critique des intellectuels. Le titre exact, c'était Le siècle des intellectuels. Je l'avais donné à un éditeur qui ne l'a pas pris. Par contre, il m'a piqué le titre, puisque Winnock, quelques semaines après, a publié Le siècle des intellectuels, qui était en fait le titre que j'avais soumis à l'éditeur. Mais peu importe. Ben oui, mais c'est comme ça, c'est des éditeurs, voilà. Et puis j'ai publié en 2010 un livre qui s'appelle Critique de la déraison pure, où je reprends le titre de Kant, Critique de la raison pure, et je l'applique à ce qu'on appelle les nouveaux philosophes. Critique de la déraison pure, sous-titre La faillite intellectuelle des nouveaux philosophes et de leurs épigones. Je mets en premier lieu Bernard-Henri Lévy, pour ne pas le citer. C'est une critique qui fait 400 pages, hein. Pas sur sa chemise blanche ou sur sa fortune personnelle, ça peu m'importe, sur ses erreurs factuelles, sur le plan philosophique. Les erreurs monumentales qu'il a faites sur le plan purement philosophique. Pardon ? Je remarquais, c'est à cette occasion que nous étions connus. Oui, vous l'avez présenté d'ailleurs à l'Élys. Oui, c'est un livre qui est paru plus ou moins à l'époque où il a fait son fameux Botul. Voilà. Alors, par rapport à la figure de l'intellectuel donc j'ai consacré beaucoup de livres à la figure de l'intellectuel, mais des livres critiques. Et ce que j'essaie de faire, ce que nous essayons de faire, et c'était le but de notre livre Repenser le rôle de l'intellectuel, l'ouvrage collectif avant, c'était de repenser l'intellectuel, de le sauver de ce désastre dans lequel certains philosophes dits médiatiques l'ont conduit, dans une espèce d'impasse. Alors, vous en parlez là maintenant, ce sont des livres, ce serait compliqué, ça nous mènerait très 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 loin. Sur la sexualité, il est évident que lorsqu'on parle de ça, du libertinage érudit, on parle de sexualité, bien sûr. C'était pas le lieu de cette conférence, mais évidemment qu'on en parle. Et quand dans mon livre Wokisme contre Wokisme, évidemment que c'est une place importante. Et pas seulement Bowie, mais d'autres artistes. Bowie, c'est la pierre angulaire, la figure de proue, mais il y en a bien d'autres. Évidemment que la sexualité a une place prépondérante là-dedans, et loin de moi la volonté de la nier, de la sous-estimer. Oui. Mais du coup, sur l'articulation, c'était la méthode, ça me pouvait dire intérieurement, mais sur le lien entre art et intellectuel, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il est nécessaire. Il faudrait que je retrouve le passage. Mais je le dis que l'humaniste, l'intellectuel, c'est Pascal, le cœur et la raison, bien sûr, mais c'est aussi l'esprit artistique. La grande figure de l'intellectuel, pour moi, de l'humaniste, et c'est là-dessus que je conclue mon livre, c'est le philosophe artiste de Nietzsche, dans Le Gai Savoir, paragraphe 125, lorsqu'il parle de la mort de Dieu, et dans Prologue ainsi par les Zarathustra. L'intellectuel type, l'humaniste type, c'est cette figure éminente, ce paradigme qu'invente Nietzsche avec la figure du philosophe artiste, qui est en fait Zarathustra, un philosophe qui a une sensibilité d'artiste et un artiste qui a des préoccupations de philosophe ou de métaphysicien. C'est le cas de Léonard de Vinci, par exemple. Mais c'était aussi le cas d'Érasme. Et c'était le cas de la plupart des humanistes de la Renaissance. On a beaucoup dit des choses fausses sur Machiavel, parce que Machiavel, il est tout sauf machiavélique. Ça n'a rien à voir. Mais c'est par exemple Machiavel qui a introduit Léonard de Vinci à la cour des Médicis. C'est Machiavel qui a écrit Le Prince et des Monarchies et bien d'autres titres, bien d'autres livres qui protègent
et qui donne à Léonard de Vinci le pouvoir de faire ses premières fresques à Florence. Donc, il est vrai que cet intellectuel, cet humaniste, je ne fais pas en amalgame là, la philosophie, la spéculation théorique ne peut pas se départir d'un esprit artistique ou d'un esthète. C'est pour ça que j'écris beaucoup sur le dandysme. Lord Byron, Oscar Wilde en sont des exemples flagrants, ou Baudelaire. Goethe. Mais la science a prouvé que de toute façon, l'intelligence vient par la sensibilité. On ne peut pas séparer les deux. Quelqu'un qui a manqué de sentiments, d'attention dans son enfance a une intelligence fracturée de toute façon. Donc les deux vont ensemble. La raison et la sensibilité fonctionnent ensemble et ont besoin l'un de l'autre. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que souvent des intellectuels secs ne sentent pas, et ce sont des intellectuels effectivement qui valent pas le coup. Moi, mon philosophe de prédilection, c'est Vladimir Yankelevitch, qui était évidemment un musicien, un pianiste hors pair et un homme d'une très grande sensibilité, puisqu'en fait, sa philosophie, il a parlé que de choses importantes, c'est-à-dire la mort, l'amour et l'exigence morale. Et effectivement, l'intelligence, ça va avec la sensibilité. On ne peut pas les séparer. J'ai trouvé ce petit passage. La quintessence de l'humaniste type. Je cite, pardonnez-moi. L'humaniste type, il sera esthète autant que penseur. Inlassable chercheur de beauté, tant dans la réflexion que dans le style. Infatigable pourfendeur d'étiquettes sociologiques comme de préjugés moraux. Amant du doute et ennemi du dogme, certes engagé, mais non point militant, et toute adhésion à une quelconque révolution de sa part sera toujours d'essence métaphysique, voire artistique, souvent poétique et parfois littéraire, mais jamais de nature idéologique, cette outrancière cristallisation de la pensée, en un mot, c'est le seul impératif catégorique pour actualiser la technologie kantienne qui vaille, pour tout humaniste de ce nom, libre et non partisane, critique et non fanatique, ouverte et non manichéenne, tolérante et non sectaire, anticonformiste, tout en étant respectueux d'autrui, en harmonie avec ce type de héros en qui s'unissent l'aptitude de l'action, la culture et la lucidité, dont parlait Malraux lorsqu'il définit la figure de l'intellectuel dans ses illustres conquérants, qui est un livre de 1928. Donc, forcément, l'esthète, l'artiste, va de pair, idéalement, avec le philosophe Kant, qui est peut-être mon philosophe de référence, a écrit La critique de la raison pure, 1781, livre de métaphysique, Critique de la raison pratique, 1785, livre de morale, d'éthique, et puis, la plus belle des trois critiques, mais que peu de gens ont lu, la critique de la faculté de juger, où il distingue, c'est divisé en deux livres, en deux parties, le livre 1 sur le beau et le livre 2 sur le sublime. Et c'est à partir de sa critique de la raison pure, c'est-à-dire à partir de la critique de la métaphysique traditionnelle, où il analyse les pouvoirs et les limites de la raison, comme il le dit lui-même dans sa préface, qu'il en arrive à une théorie de l'art indépassable, où il distingue le beau et le sublime. Mais ça, c'est encore un autre discours, mais c'est absolument fondamental. C'est pour ça que, modestement, je pense qu'Emmanuel Kant est le philosophe le plus complet de ce point de vue-là, parce qu'il allie la métaphysique, l'éthique et l'esthétique. C'est ça le système kantien. Voilà. Si j'ai répondu un peu à votre question. Monsieur. Oui, bonjour. Monsieur Rougeon, vous avez parlé de dialogue de Racine contre Racine. Et bon, la Racine, c'est quelque chose anthropologiquement qui paraît évident, je pense, pour nous tous ici, mais qui, d'un point de vue épistémologique, dans l'ère moderne, dans le milieu universitaire, n'est pas si évidente et très remise en question. Il y a une sorte de relativisme par rapport au concept de racine. Quand on écoute des gens comme par exemple François Bégodeau parler des racines françaises, c'est une tendance qui est générale dans les racines françaises. C'est vrai que le lien, en fait,
Et ma question, c'était de savoir comment défendre épistémologiquement, sérieusement, sans forcément d'émotionnalisme, de sentimentalisme, voilà, facile. Comment défendre ce concept de racine de façon sérieuse dans le monde Je n'ai littéraire. pas compris ça. Alors, sa question, c'est face à un monde particulièrement universitaire qui nie la notion de racine, comment la défendre? J'ai bien compris sa question. Je disais que je n'avais pas bien compris la question de la jeune femme. Ah oui, C'est pour ça que je n'y avais pas répondu. Par rapport à Israël, par rapport à Israël. C'était pas... Non, mais c'est pas tout. C'est pour ça que moi, j'ai pas pensé à ça par rapport à cette question, mais c'est genre, au fond, ma majorité est tendue pour moi. Alors, pour vous répondre, objectivement, il y a une figure que j'aime beaucoup en France, c'est la figure du philosophe paysan. On en a eu beaucoup, et l'un des derniers qu'on a eu, c'était Gustave Thibon. Et qui est une figure qui existe ailleurs. Hein. Nous, on a publié les traductions de Leonardo Castellani, donc l'équivalent en Argentine de Gustave Thibon, qui est à la fois un penseur chrétien et défroqué, enfin un mec qui a pas mal de charme. Et il avait une phrase que j'aimais beaucoup face justement à ce nouveau dogme de l'individu autoconstruit. C'est-à-dire, avant, on avait des gens qui étaient nés avant la honte, eux, ils sont nés avant leur père, et ils se permettent de ridiculiser la notion de racine, alors qu'ils ne se rendent pas compte, et ça, Jean-François Mattei avait fait la partie terminale de son œuvre avant de nous quitter là-dessus, est-ce qu'ils se rendent compte que le fait de relativiser les racines, c'est issu d'une partie de nos propres racines, de pouvoir prendre des distances avec nous-mêmes. Montaigne est un enraciné qui ne nie pas les racines, qui est suffisamment enraciné pour prendre une distance vis-à-vis de ses propres racines. Simone Veil, dans l'enracinement, prend une distance avec ce qu'elle est, et qu'est-ce qu'elle dit de l'enracinement? Elle dit c'est une déclaration des devoirs de l'homme. C'est un luxe que ces gens-là s'offrent. C'est un luxe que ces gens-là s'offrent. Parce que il ne faut pas oublier que l'identité, c'est aussi un héritage de rêves, de combats, de souffrances partagées. Et de ridiculiser ça en disant « je me suis fait tout seul », eh bien, comme disait la sagesse populaire de la fin des années 50-60, vous êtes fait tout seul, jeune homme, c'est très bien, vous délestez Dieu d'une grande responsabilité. Et non mais, c'est Dieu. C'est une pensée de petit marquis. C'est un effet de cliquet sociologique de gens qui se parlent à eux-mêmes et à leur classe sociale et qui ne se rendent pas compte que ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils ont un surmoi que je qualifierais de colonial. Je m'explique. Parce que ces gens-là, je les ai croisés dans mes pérégrinations en Asie, essayer d'apprendre aux Cambodgiens, d'apprendre aux Chinois, d'apprendre, etc. Vous savez, les racines, c'est pas aussi important. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous savez, l'ancien colonialisme était détestable, mais il apportait la santé, il apportait certaines choses quand même. Là, il apporte des leçons de morale. Ça va mal se mettre, je vous le dis tout de suite. Or, parce qu'à un moment, qu'on le veuille ou pas, l'être humain n'est pas un être autoconstruit. Nous sommes nés quelque part, nous sommes nés dans un temps, et nous sommes nés d'autres êtres humains. Quoique certains rêvent ou délirent. Or, ça, c'est un fait universel. Il n'y a pas d'humanité sans ça. Vous savez, il y avait une chanson, c'est la seule chanson de Brassens que je n'aime pas. Parce que c'est une chanson que je trouve idiote pour un homme qui est un vrai poète. C'était la chanson sur les gens qui sont nés quelque part. Or, parce que le problème, c'est que c'est un fait qui unit tous les hommes d'être nés quelque part. Or, justement, c'est le fait d'être né quelque part qui nous oblige à dialoguer avec l'autre. Enfin, l'individu autoconstruit, c'est un vieux rêve. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas que vous ayez cité Bégodeau, excusez-moi. C'est-à-dire, c'est un vieux rêve de gens qui ne se rendent pas compte que c'est parce que l'homme est un être de dette. Et ça, vous avez toute l'œuvre de Graeber, vous avez toute l'anthropologie du mot là-dessus. Nous sommes des êtres endettés vis-à-vis de ce qui nous a précédés. Et si l'homme a quelque chose à apporter, c'est ça. Et de vouloir le nier, ça peut donner de très belles choses littérairement.
Ça peut donner des choses qui sont comment dire, de gentilles préoccupations. Toute la pensée de la déconstruction, pour moi, c'est du jeu. Le problème, c'est qu'on le veuille ou pas, ça fait des millénaires que l'humanité vit avec des hommes et des femmes qui sont nés quelque part. Et ça, d'un côté, même si on n'a pas une conscience historique très développée, ça se respecte. Donc, mon cher Pierre-Yves, en fait, il y a trois paramètres. Dans cet humanisme, il y a bien sûr le droit, il y a le devoir et la dette. Donc, c'est triple, en fait, ça. C'est un humanisme défini par rapport à ces trois notions. En tout cas moi, je l'entends ainsi parce que nous sommes des êtres de relation et l'humanisme classique insistait là-dessus. C'est parce que nous sommes des êtres de relation que nous sommes des individus. C'est que nous sommes même, je dirais même plus que nous sommes des personnes au sens latin du terme. Parce qu'aujourd'hui, on a une définition de l'individu qui est une pauvreté lamentable. Oui, bien sûr. Comme disait Jacques Maritain, l'individu, c'est la personne dissoute par la matière. Grosso modo, c'est un cochon d'élevage qui attend son auge. Bon, est-ce que l'humanité a fait tout ce qu'elle a fait pour en arriver là? C'est-à-dire que dans le concept d'individu, en fait, on ne se rend pas compte, mais ça vient du latin individuis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas diviser en deux. Exactement. On ne peut pas diviser en deux. C'est-à-dire que c'est un complexe d'âme et de corps. Singulier. Et singulier. C'est la singularité dans la double acception du terme. Être à la fois différent, singulier, et s'opposer aussi à la masse, au pluriel. C'est comme le concept de distinction. Il est aussi double. Ce sont toutes choses que j'ai analysées dans le livre sur le dandisme. À la fois être élégant et puis se distinguer, se différencier. C'est cette dialectique qui est intéressante dans humblement notre conception de l'humanisme. Ce n'est pas univoque, ce n'est pas fermé comme définition, c'est une définition ouverte, pluridisciplinaire, kaléidoscopique, prismatique, comme je l'ai dit, qui brasse les différents champs du savoir, mais qui aussi appelle à un échange interculturel par-delà l'espace et le temps. Même si nous sommes ancrés dans un espace et dans un temps. C'est-à-dire que le relativisme est chapeauté par l'universalisme. C'est ça. Tout à fait. On prend les deux dernières, monsieur, et puis et vous terminerez. Oui. Quel rôle vous attribuez à l'Église dans la profusion artistique qui a eu lieu notamment à partir du Moyen-Âge? Église de cette époque dont la Renaissance a voulu absolument s'émanciper, du moins dans la référence supérieure qu'elle pouvait avoir pour l'homme, et qui a permis justement cette profusion, cette élévation, cette variété. Et s'agissant du rôle de la femme, si on prend les livres de Régine Perroux, précisément au Moyen-Âge. Alors, quelle époque, il faudrait le définir, hein, bien sûr, mais la femme avait un rôle effectivement éminemment social au sein des villages, des communautés, des conseils de fabrique. Et que c'est justement au sortir de du Moyen-Âge, dans cette renaissance qui se voulait humaniste, où on a commencé justement à donner à la femme des rôles qui l'excluaient un petit peu de la vie sociale. Alors, je réponds tout de suite à votre question par rapport à l'Église. Il est évident que l'Église a joué un rôle absolument fondamental. Et pas seulement au Moyen-Âge. J'ai dit au début de ma petite allocution que 90% de l'art médiéval était basé sur Dieu ou ce qui est autour. On peignait des petits anges, des Jésus, des crucifixions, des résurrections, des papes, des prélats, etc. Mais je n'oublie pas que c'est Jules II et Sixte VI qui ont permis aux grands peintres, aux grands artistes humanistes, y compris au sein du Vatican, de peindre et de créer. J'ai cité Raphaël avec l'école d'Athènes, j'aurais pu citer Michel-Ange avec la chapelle Sixtine, ou bien le Bernin plus tard, au baroque. Il est évident que, et c'est pour ça, personnellement, que, pour moi, mais ça n'engage que moi, que pas le christianisme, mais le catholicisme, si je devais adhérer, je suis agnostique. Je ne dirais pas que je suis athée, mais en tout cas certainement agnostique. C'est peut-être une façon lâche de dire que je suis athée, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je suis certainement agnostique et laïque. Mais si je devais adhérer à une religion, ce serait certainement le catholicisme. Pourquoi? Parce qu'il est la seule à avoir intégré l'art. Les protestants n'ont pas d'image pieuse. C'est le commandement numéro 2, tu ne te feras pas d'image taillée. Les juifs, dans leur synagogue, n'ont pas de représentation. L'islam non plus, c'est un blasphème, parce qu'on ne peut pas réduire Dieu à hauteur d'homme, fût-ce dans l'art et fût-ce par le plus grand génie. Seul le catholicisme, alors les orthodoxes un peu aussi, les icônes,
qui veut dire image, tout simplement, iconos en grec. Mais s'il y a une religion qui a fait quelque chose pour l'art à la Renaissance, c'est bien le catholicisme. Et après, Et après, avec bien la sûr, contre-réforme et le baroque. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc l'Église Que catholique j'adore. a eu un rôle absolument primordial, et c'est pour ça que je rends hommage à Jules II, qui a demandé à Raphaël de décorer ses appartements privés, comme il a demandé à Michel-Ange la chapelle Sixtine, et qu'il a accepté que Raphaël et d'autres peignent des œuvres purement profanes, et même plus dans l'école d'Athènes de Raphaël, peu de gens le savent, on voit à l'extrême droite Raphaël avec son béret, dans un fameux portrait, et on voit derrière Raphaël Sodoma, dit le sodomite, qui est homosexuel, et qui est juste derrière Raphaël. Et ça, oui, ben, comme par hasard, et le pape n'y a rien trouvé à dire. Et dans les chambres de Raphaël, c'est Sodoma qui a peint les mains et les fruits. Il était très fort là-dedans. Vous savez que quand Raphaël est arrivé chez Jules II, il y avait des tas de peintres, il y avait une vingtaine de peintres qui décoraient les chambres du Vatican, dont des gens importants, comme le Pérugin, par exemple, Perugino, qui était le maître de Raphaël. Et quand le pape a vu la magnificence des œuvres de Raphaël, il a voulu congédier tous les autres peintres. Et il a fait démolir les fresques qu'ils avaient faites pour que Raphaël repeigne au-dessus. Eh bien, Raphaël a dit non, je les garde avec moi, et il a pris sous sa protection Sodoma, le fameux Sodoma, qui était dans l'atelier de Raphaël son préféré, et le pape n'y a rien trouvé à redire. Il a accepté, alors qu'il était notoirement homosexuel, c'était son surnom, Sodoma, sodomite. Je rends hommage à l'Église catholique d'avoir permis au plus grand génie de la Renaissance de créer, et après la contre-réforme, etc. C'est pour moi la supériorité du catholicisme sur les autres religions, si je peux me permettre. Mais ce qui est important, je crois, justement, et qui est aussi au cœur de l'humanisme, de la pensée humaniste, c'est cette notion d'ambivalence des choses. Un philosophe va être utilisé par l'un dans un sens, par l'autre dans un autre. Un texte est orphelin, il va avoir des postérités souvent très opposées. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. L'Église catholique, c'est à la fois l'Inquisition et tout cet art, toutes ces polémiques théologiques qui sont des véritables débats philosophiques aussi. La dispute. La disputatio. La disputation. Donc, effectivement, les choses sont complexes, ambivalentes. Il n'y a pas une seule cause, un seul effet, etc. Et donc, c'est cette pluralité, cette complexité et ce dialogue, ce débat toujours entre différentes idées, différentes personnes qu'on cherche à maintenir et que nombreux sont ceux qui veulent faire taire. Je me permets d'ajouter, juste avant de passer à la dernière question, un point. Attention, enfin, vous avez tout à fait raison sur le fait que, enfin, confondons pas début de la spécialisation de la société, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un autre phénomène qui débute à l'orée de la Renaissance, c'est tout simplement le capitalisme. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc, à un moment, la société, la Renaissance crée des premiers grands corps d'ingénieurs pour spécialiser la société, et donc il y a une spécialisation que vous pourriez appeler genrée, si vous voulez. Si vous voulez, attention au fait de relire les époques comme ça. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Vous avez aujourd'hui des théoriciennes féministes qui détestent la Révolution, parce que la Révolution, c'est la révolution des mâles, et que Madame de Maintenon avait plus de pouvoir politique que les femmes de la Révolution. C'est une vision qui... Enfin, si vous voulez, c'est des visions qui sont quand même très mutilées et très hémiplégiques. Vous voyez, il n'y a pas une misogynie sociale ou d'État à la Renaissance. À un moment, il y a une spécialisation de la société qui fait qu'il y a une spécialisation sexuée. Ok, d'accord. Mais à ce niveau-là, je vais vous dire une chose,
le Moyen-Âge a déjà, par rapport aux époques préhistoriques, est déjà plus genré. Donc d'un côté, à ce niveau-là, mieux vaut qu'on retourne à la grande indifférenciation première. Vous voyez? Non, mais il y a la prise du pouvoir quand même par les clercs, effectivement, à partir du XIIe siècle, hein, de toute façon, Mais le... et qui vont marginaliser progressivement les femmes, ça c'est clair. Dernière question, monsieur. Et tout ça est ambivalent. J'aime bien le mot ambivalent. Elle dit ambivalent, elle ne dit pas ambigu. Elle dit ambivalent, c'est très différent. Ambivalent, oui. La nuance est importante, est subtile et importante. Oui. D'abord, merci pour tout ce travail, pour cette exposition. Et j'avais une question, monsieur Lejeune, que vous avez dit tout à l'heure. La forme capitale n'est pas universelle, elle est forme différenciée. Exact. Je suis actuellement en train d'essayer d'explorer l'œuvre de Michel Kouska dans cette question de blanc. Quelle définition du capitalisme et quel rapport à celui-ci dans l'humanisme de notre temps? Alors, Très bonne. attention, il n'est pas la seule force barbare d'indifférenciation. La technique l'est aussi. La technique l'est aussi. Or, mais il y a quelque chose dans la technique, et ça, certains penseurs d'Extrême-Orient, que j'espère pouvoir faire traduire sur les usages culturels de la technique, il y a une préhension culturelle de la technique qui peut ne pas nier l'homme. Sur la forme capitale, malheureusement, il n'y a pas de préhension culturelle, il y a des préhensions temporelles. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez des capitalismes qui sont, c'est toute l'œuvre de Karl Polanyi, qui sont enquistés dans la société les retient, et puis à un moment, les chaînes se brisent, l'animal sort, et c'est d'ailleurs chez Michel Kouska, c'est toute la problématique dite de la bête sauvage, si mes souvenirs sont bons. Bon, on est d'accord. Or, le problème, c'est que la grande réification du monde, elle se heurte à d'un côté ce que j'appellerais, en se heurtant aux limites au sens mathématique du terme, hein, de l'homme et de la planète. Là, je ne vous fais pas Captain Planète, écologie, Sandrine Rousseau ne va pas débarquer par la fenêtre. Il n'y a pas de problème. C'est que il y a le pire et le meilleur dans la pensée écologique. Le pire, vous l'avez tous les jours. C'est ambivalent. Voilà, là, pour le coup, le pire, vous l'avez tous les jours. Mais il y a quelque chose qui est utilisable pour l'humanisme, c'est que ça nous rappelle, puisqu'à la base, écologie, le logis vient du fait scientifique. Or, le problème, c'est que ça, on l'a complètement oublié, qu'on est passé aux idéologues. Mais, en nous rappelant que l'être humain est un être fini, qu'il vit dans un monde qui l'est en partie, et que donc nous ne pouvons pas laisser ce monde être saccagé, si on suit la métaphore jusqu'au bout, ça nous fait repenser la limite, et ça refait de nous des hommes situés. C'est déjà pas mal. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est l'indifférenciation du système capitaliste global devra être affrontée. Parce qu'aujourd'hui, elle est en train d'abaisser la condition humaine partout où elle passe. Moi qui vis occasionnellement en Asie orientale, je peux vous assurer que l'acide, alors ils l'ont connu bien après nous, mais l'acide agit sur leur culture comme sur la nôtre. Hein. La seule chose, c'est que nous, on a pris 2 siècles dans la vue. C'est tout. Mais eux aussi commencent à se poser la question, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, toute une partie de la Chine essaye de travailler sur les idéaux confucéens. Ce n'est pas pour rien qu'une partie du Japon se tourne vers sa culture profonde. Vous le trouvez en Indonésie, vous le trouvez au Vietnam, vous le trouvez en Inde. Pourquoi? Parce que nous sommes, exactement comme dans les années 30, et là, ne vous inquiétez pas, je ne vous fais pas Christophe Barbier, on oublie que la mondialisation a été un choc de déracinement exactement comme l'a été pour les Européens la Première Guerre mondiale. Et vous avez, je suis historien des idées spécialisé dans les années 30, c'est quoi les années 30? C'est pas du tout ce qu'on vous en dit, c'est avant tout chaque peuple va essayer d'interroger sa culture profonde parce qu'ils ont été profondément déracinés par la guerre et bien avant par toute la modernisation forcée du 19e. Et bien malheureusement, ça a donné dans certains cas le pire du pire, ça c'est certain, mais dans d'autres cas, ça a donné des gens comme Chesterton en Angleterre, ça a donné
les idéologies de troisième voie et le gaullisme en France. Ça a donné des gens comme Anthony Eden en Angleterre, ça a donné ces hommes-là. Donc ça peut donner le pire, ça peut donner le meilleur. Or aujourd'hui, nous allons devoir interroger la forme capitale parce que nous ne pouvons pas laisser l'être humain choir dans l'indifférenciation. Sinon, là, c'est la problématique des forces barbares. Le capital, la démographie et la technique. Bon, bah à la fin, on va terminer par une subversion migratoire possible, ChatGPT pour tout le monde, et une destruction de tout sens de l'élevé, esthétique, littéraire et autres, qui fait par la dynamique du moins-disant, qui est la dynamique du capitalisme de consommation achevé, eh bien, ça fera le niveau intellectuel de chacun sera l'audition de Nakamura. Bon, est-ce que l'humanité est sortie de l'âge simiesque pour en arriver là? Si c'est le cas, mieux vaut remonter dans l'arbre. Je le dis sincèrement. Voilà. À propos de technique, il y avait une chose. J'ai vu que quelqu'un avait un livre de Walter Benjamin. Est arrivé avec un livre de Walter Benjamin. Dénoncez-vous. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est toute la problématique de l'art à l'ère de la reproductivité technique. C'est toute la thématique. Et vous avez, mon cher Pierre-Yves, parlé par rapport à l'indifférencié de la limite. C'est un concept intéressant, le concept de limite, parce que c'est de là, en fait, que vient, pour rebondir sur l'art, la notion de sublime, qui est en fait vient du latin sub limis, sous la limite. Et en fait, l'art est une sublimation, c'est-à-dire que l'art va au-delà de la limite impartie par votre naissance, par votre condition humaine, etc. En fait, l'art, le sublime, tel que Kant le définit, et puis j'ai écrit moi-même un livre qui s'appelle Art et beauté dans l'art, esquisse d'une méta-esthétique. L'art, au sens de sublime, est une transcendance, mais une transcendance laïque. Une transcendance qui dépasse la technique et qui dépasse la limite. C'est ça l'essence, la quintessence du sublime, qui n'est pas le beau. Parce que le dépassement peut être aussi dans l'horreur. Sade, la mort, la vieillesse, la décrépitude. Quand Rembrandt peint sa vieille mère en train de mourir, il ne peint pas la beauté. Il sublime la vieillesse, la laideur et la souffrance pour en faire un chef-d'œuvre. Van Gogh, pareil. Il ne peint pas la beauté, il peint son tourment. Il peint pratiquement, il anticipe pratiquement son suicide. Là, Jérôme Bosch, pareil. Mais aujourd'hui, tout l'art, enfin une grande partie de l'art contemporain se définit non pas par rapport au beau, mais par rapport au sublime. Regardez Giacometti, c'est complètement déformé. On passe du difforme à l'informe, et c'est exactement ce que dit Kahn de la faculté du G. Botero, c'est l'inverse, c'est des silhouettes enflées. Et puis, Lucian Freud, des corps flasques, malades, moribonds, décrépits, c'est une sublimation. On ne peut pas dire que ces peintres peignent la beauté. Quand Baudelaire fait des fleurs du mal, il ne parle pas de la pureté ou de la beauté, ça ne l'intéresse pas. Mais il sublime le mal, il en fait une fleur, les fleurs du mal. C'est ça la sublimation, c'est ça le dépassement de la limite et de la technique. Mais c'est encore un vaste débat. Merci à tous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.